Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition d'Informatique News Hebdo du 4 juin 2018. Votre émission dédiée à l'actualité de l'informatique et des télécoms pour les professionnels et pour décrypter et analyser cette actualité. Je suis en compagnie de Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, vous avez passé la semaine dernière aux US une conférence sur l'Internet des objets et la cybersécurité. Ça sera notre premier sujet du jour, puisque nos amis de F5 font un rapport sur la problématique de l'IoT et de la sécurité. Alors, je vais dire, c'est pas nouveau, parce que les fameuses attaques DDoS dont tout le monde a pu parler il y a quelques mois, on savait que les objets connectés étaient vecteurs de ces attaques. Mais ce que pointe l'équipe les labs de F5 Networks, c'est un nouveau type de réseau qu'ils appellent les SyncBots, et qui donc encore un nouvel type de menace. Et alors, pour le coup, a priori, plus compliqué à sécuriser. Et effectivement, le rapport de F5 Networks qui vient d'être publié montre, alors le rapport il est intitulé The Hunt for IoT, et donc s'il y a un chiffre à retenir, c'est une augmentation de 250% des attaques l'année dernière en utilisant le protocole Telnet. Donc bon, je crois que tout le monde comprend que c'est un problème important, puisque 250% d'augmentation d'attaques, c'est très élevé. Donc vous vous souvenez, l'année dernière on avait parlé de la fameuse attaque Mirai. Là. Bien sûr, je dirais que c'est la référence. Finalement, c'était la première fois qu'on comprenait que l'utilisation de tous ces objets connectés, qui sont des objets de la vie quotidienne, ça peut être un thermostat connecté, donc on avait parlé de Next à un moment, mais il y a des objets comme ça. Les fameuses caméras vidéo, il y en a partout. Et donc Mirai avait utilisé, on avait dit à l'époque, avait utilisé 100 000 objets de ce type comme plateforme de déploiement pour faire une attaque massive. C'était un déni de service, et donc on comprend bien que c'est une plateforme de démultiplication qui est absolument considérable. Et donc F5 Network pointe effectivement du doigt en donnant des vraies statistiques sur alors ce qu'ils appellent, comme nous dit, des SyncBots. Donc bon, en gros c'est exactement ça, c'est des plateformes d'objets connectés dont on sait pas combien ils sont, parce que tout le monde cite des chiffres, mais ça se chiffre par milliards, donc c'est des milliards d'objets connectés, dont une bonne partie présentent des failles de sécurité qui sont absolument béantes. Les uns parce qu'ils sont anciens et qu'on ne s'était pas posé la question, les autres parce qu'on n'a pas... En termes de coût, voilà, la sécurité, ça coûte. Et donc, si ce sont des petits objets, je dirais de quelques centimes ou quelques dizaines de centimes, il faut rajouter ce qu'il faut pour mettre la sécurité. Et donc, ça n'a pas été fait. Et le résultat, il est là, c'est qu'aujourd'hui, on est confronté à un problème qui est absolument considérable, parce que ce qui est sûr, c'est que même si dans l'interview qu'on avait fait avec Alain Barito, la révolution des objets connectés, même si les technologies sont prêtes, a un peu de mal voilà. Néanmoins, je veux dire, les applications sont là, tout est prêt, donc ce problème, il va bien falloir le résoudre. Alors le protocole Telnet, ce qui montre d'ailleurs, c'est ça l'intérêt de ce rapport, c'est que on a tendance à penser que l'informatique, c'est aujourd'hui, on est sur la vague technologique, et donc on est sur des choses qui sont extrêmement récentes et innovantes. Mais Telnet, ça date de 1969. Donc c'est en gros un protocole qui se situe au-dessous de TCP/IP et qui permet à un terminal de communiquer avec un ordinateur. Bon, c'est un terminal basique, bien entendu. Donc ce protocole est extrêmement basique. TCP/IP, on le sait, est relativement basique aussi.
Et donc il n'y a pas tout ce qu'il faut en termes de sécurité pour pouvoir... ce qui veut dire que on est en train... Et donc l'informatique a procédé beaucoup par empilement de couches et non remplacement, ce qui fait qu'on traîne tout un tas de choses qui sont, je dirais, un peu obsolètes et qui pourront donc être utilisées pour ce genre d'attaque. Donc le rapport, c'est enfin un nouveau rapport qui sonne un peu l'alarme. Maintenant, il va falloir prendre les mesures. Qu'est-ce qu'on fait? Et je dirais qu'on aura sans doute l'occasion d'en parler. Alors, d'en parler à quelle occasion? À l'occasion d'une nouvelle attaque encore plus importante ou d'une solution qui aurait été trouvée par quelqu'un. Espérons que ce sera plutôt là. Sachant que juste pour finir sur les fameux objets connectés, ces fameux objets connectés, souvent c'est en hardware, donc on ne peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'on ne peut plus les sécuriser. Hein. C'est sur lequel on a fait un choix technologique de ne pas implanter de sécurisation. Bah, ils sont là, ils sont comme ça, et puis sauf à les sortir des réseaux, on ne peut plus rien faire. C'est sûr. Alors si c'est effectivement un routeur domestique, comme on dit, une box, bon là on peut le mettre à jour. Mais comme vous dites, parfois c'est un objet tout simple, qui est une espèce de capteur qui est installé quelque part. Et là, c'est soit on l'enlève et on le remplace, soit on le laisse. Et donc c'est la porte ouverte à tout un tas de problèmes. Donc espérons qu'on pourra en reparler quand on aura trouvé de nouvelles solutions. Très bien, bah écoutez, suite encore une fois au prochain épisode, si je puis dire. Alors on reste toujours un peu dans cette problématique de cloud, et on parle de notre opérateur télécom national Orange, qui a annoncé un partenariat avec notamment Huawei, pour déployer ce qu'il a appelé un cloud mondialisé. Donc un futur concurrent à AWS. Voilà, mondialisé et mutualisé, parce qu'effectivement, c'est un partenariat. Donc c'est Orange par le biais de son ESN, Orange Business Service. Alors, on savait que Orange avait déjà noué des accords avec Huawei, en particulier hors de la métropole. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on en a déjà parlé. Orange avait déjà annoncé un certain nombre de choses en partenariat avec Huawei. Donc il y avait Flexible Engine, qui était une première offre de cloud privé. Et puis ils avaient annoncé également deux autres offres complémentaires, donc Flexible Computing, donc là c'était basé sur une pile VMware, et puis CloudWatt, donc on en a largement parlé, CloudWatt, qui était plutôt un développement OpenStack. Et donc à partir de cette offre en partenariat avec Huawei, donc Huawei est fortement impliqué dans tout ce qui est OpenStack aussi, avait développé, je dirais, une offre de cloud computing en partenariat avec Huawei pour couvrir une partie donc Orange en Europe et Huawei en Asie. Et là, donc c'est par cette annonce de la Cloud Alliance, donc qui en plus de Huawei, c'est T-Systems, donc c'est Deutsche Telekom, et puis Telefonica, donc Deutsche Telekom. Alors là, en gros, l'idée c'est avoir une architecture unique, une infrastructure unique. Et puis une couverture géographique encore plus mondiale. Donc T-Systems, c'est donc tout ce qui est outre-Rhin, hein, c'est relativement simple. Ouais. Et puis Telefonica, donc c'est l'Espagne, et puis toute l'Amérique latine. Donc avec ces 4 partenaires, on a une couverture mondiale plus importante. Alors après, évidemment, c'est un peu, je dirais, la vision des téléphonistes. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai qu'on peut appeler de France aux États-Unis, et puis après, les opérateurs entre eux s'arrangent pour faire tout ce qui est compensation financière. Mais je dirais que l'objectif, c'est bien de proposer à une entreprise la possibilité d'ouvrir, je ne sais pas moi, un cloud dans une zone géographique, et puis après de l'étendre au monde entier. Et puis après, chaque opérateur se débrouille pour faire... à sa propre facturation, je dirais, tous les services internes un peu différents, mais l'important c'est d'avoir une unification globale. Alors maintenant, est-ce que ça c'est l'annonce, concrètement, qu'est-ce que ça va donner? On sait qu'Amazon est déjà assez loin devant, puis il n'y a pas qu'Amazon, il y a Microsoft, Azure, Google, sans parler d'IBM, donc bon, c'est intéressant
intéressant que ça existe. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner, ça, on verra après. En tout cas, c'était une annonce importante à faire. Et puis, c'est vrai que il était important quand même que les acteurs européens, il y a 3 Européens sur les 4, réagissent par rapport à ce rouleau compresseur d'origine américain, qui est quand même dans le cloud. La présence européenne est quand même extrêmement forte. Alors je dirais que le paradoxe de l'affaire, c'est que les Européens s'unissent à des Chinois pour contrer les Américains. Et je dirais que malheureusement, en termes de géopolitique actuelle, c'est un peu ce qui se passe. Mais est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? Voilà. Oui. C'est étonnant que les Européens seuls n'aient pas été capables de contrer les... Sachant qu'en plus, je note dans l'Alliance, aux États-Unis, il n'y a pas grand monde. C'est exactement. Donc il y a un petit trou dans la raquette encore pour le moment. Bon, pareil, suite, j'imagine, au prochain épisode. Autre sujet de la semaine, c'est forcément un sujet financier. Alors cette fois-ci, c'est un acteur historique au sens... un acteur qui est là depuis sur le marché très longtemps, c'est BMC, BMC Software, qui était la propriété d'un fonds d'investissement. On avait parlé d'une IPO, puis finalement, c'est un autre fonds. Oui, exactement. Alors, donc c'est, comme vous dites, c'est les deux. BMC était sorti donc, du marché public au sens américain du terme et avait été racheté par ces 2 fonds, Golden Capital et Bain Capital en 2013, pour le montant de 6,9 milliards de dollars, je crois. Quand même, oui. Bon, c'est quand même une somme non négligeable. Et donc 5 ans plus tard, ces 2 fonds le revendent à un nouveau fonds, KKR. Et là, on ne sait pas pour combien. Enfin, les chiffres n'ont pas été donnés. Il y a on dit que la valorisation de BMC, c'est de l'ordre de 10 milliards de dollars. Mais en tout cas, on ne sait pas ce qui en a été fait. La logique de ce changement, franchement, à part une logique financière, 2 fonds qui veulent en gros récupérer leurs billes, et puis un nouveau fonds qui se dit on peut peut-être éventuellement faire un peu d'argent avec ça, je ne vois pas ce qu'on pourrait en dire de plus. Sachant qu'effectivement, comme vous l'avez dit, BMC c'est un acteur historique, historique au sens informatique du terme. Bien sûr. Ça a été créé en 1980 dans les infrastructures. BMC d'ailleurs, c'est les initiales des 3 fondateurs. Comme BEA par exemple, c'était un peu la même chose. Donc spécialisé dans tout ce qui est ITSM, donc IT Software Management, donc gestion de l'infrastructure. C'est une entreprise qui représente à peu près 6000 collaborateurs, qui est basée à Houston. Effectivement, comme vous l'avez dit, on avait parlé d'une IPO, donc introduction en bourse, et puis finalement c'est un nouveau fonds qui récupère la mise. Qu'est-ce que ça va impliquer pour BMC? Autant quand il y a une introduction en bourse, je dirais que les patrons ont la maîtrise de leur stratégie. Là, c'est un peu le fonds d'investissement qui va décider de savoir est-ce qu'il va en faire un pur investissement ou est-ce qu'il va s'impliquer dans la gestion de l'entreprise pour lui donner une orientation un peu différente. Ça, on aura l'occasion d'en reparler. Mais en tout cas, c'était... Sachant que BMC, on rappelle, il y a une activité dédiée au mainframe qui est quand même très très importante. Et d'ailleurs, on avait parlé à une époque de séparer ces deux entités mainframe du reste du groupe. Une espèce de vente par appartement, c'est peut-être d'ailleurs... Oui, et puis il y avait une autre option aussi qui avait été imaginée à un moment, c'était une alliance ou un partenariat, une fusion avec CA Technologies, qui elle aussi est très impliquée sur les mainframes. Donc, sur les mainframes en tout cas. Absolument. Donc ça c'était pour la semaine passée. Et pour la semaine qui vient, l'événement, c'est la Salesforce World Tour, enfin l'étape française en tout cas, qui vise évidemment à montrer toute l'étendue, le succès éclatant de Salesforce sur le marché français et qui, comme chaque année, réunit une palette d'invités, de clients importante. Ça devient des grands rendez-vous quand même du secteur. Absolument, donc ça se tient cette semaine à la porte de Versailles et ça réunit, alors les chiffres, ils parlent de 5-6 000 personnes, donc c'est quand même assez important. Et là, il se trouve que c'est Alexandre Daillon qui
qui sera un peu le grand maître de cette cérémonie, qui accueillera en particulier parmi les clients témoins, il y aura Airbus, donc c'est un assez gros client, et puis Gaumont-Pâté. Effectivement, comme vous le disiez, Salesforce, donc il y a dans le monde du logiciel, il y a les Big Four, donc on les connaît. Hein. Et puis derrière, il y a Salesforce et VMware, dont on avait parlé en montrant qu'ils avaient des itinéraires un peu différents, mais qu'ils arrivaient maintenant au-delà, juste en deçà des 10 milliards de dollars. Donc c'est vraiment le deuxième paquet et là, donc, ils font une sorte de démonstration de force à la porte de Versailles. Et donc, Alexandre Daillon, qui est en fait le Chief Strategy Officer, donc responsable de la stratégie de Salesforce, a une histoire intéressante parce qu'en fait, il avait été embauché par... Business Object, c'est ça? Voilà, Business Object. Bernard Liotto, donc, était considéré un peu comme son mentor. Et puis, il a ensuite créé une entreprise intranet dans les années 2000 qui était destinée à la gestion des centres d'appel. Et il se trouve que Instranet a été racheté par Salesforce pour 30 millions de dollars, 30 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus, enfin c'est l'ordre de grandeur, en 2008, et Alexandre Daillon avait intégré Salesforce pour devenir aujourd'hui je dirais le patron de la stratégie de l'entreprise. Donc c'est quand même à la fois une belle réussite pour lui-même, et puis la prolongement de la réussite de Salesforce au niveau mondial. Donc c'était un rendez-vous qui nous semblait important et qu'on voulait mentionner. Et alors l'autre événement dit de la semaine, et d'ailleurs Informatique nous y sera, c'est l'événement, déclinaison française de l'événement NEC.next de Nutanix, qui se déroule aussi d'ailleurs à la porte de Versailles le jeudi 7 juin. Alors effectivement, c'est le lendemain du Salesforce Tour, donc l'informatique investit la porte de Versailles, et à cette occasion, on pourra rencontrer Dhiresh Pandey, qui est l'un des cofondateurs de Nutanix. Nutanix, c'est quand même le numéro 1 de l'hyperconvergence. Donc l'hyperconvergence, on ne va pas rappeler ce que c'est, on aura l'occasion d'en parler, mais ce qui est sûr, c'est c'est un mouvement qui a investi, je dirais, l'ensemble des acteurs de l'informatique qui proposent une solution dans ce domaine. Donc c'est Cisco qui était un peu à l'origine, on parlait de convergence à l'époque, et puis on a parlé d'hyperconvergence, et tous les acteurs proposent quelque chose de ce domaine-là. Donc ce sera un rendez-vous intéressant, dont on aura l'occasion de vous parler, faire écho, tout simplement sur l'antenne d'Informatique News. Ça, c'était pour la semaine à venir, et puis on finit toujours par notre fameux, je ne sais pas si c'est le mot qui convient, mais en tout cas notre traditionnel coup de cœur ou coup de gueule, et là cette fois-ci c'est plutôt deux coups de chapeau, hein, a priori, enfin moi je vois ça comme ça, la start-up française Klaxoon, qui lève 43 millions d'euros. J'allais dire 50, j'en disais un peu largement. Mais vous n'êtes pas loin, parce qu'en fait, il y a eu 2 tours. Le premier tour, c'était 5, et là, c'est 43. Donc, au total, on est presque à 50 millions. Donc, on ne la connaît pas forcément, d'ailleurs. Non, on ne la connaît pas. Ils ont développé une application pour une petite app sur smartphone pour améliorer l'efficacité des réunions. Je crois qu'effectivement, c'était une bonne idée, parce qu'il y a des choses à faire dans ce domaine. Donc, lever 50 millions, c'est quand même une belle réussite. Maintenant, il faut savoir ce qu'ils vont en faire. L'idée, là, c'est de leur permettre de s'internationaliser, donc de se développer à l'international. Donc, ça, c'est très bien. Et donc, ça, c'est le vrai coup de cœur. Le deuxième, ça peut s'interpréter de deux façons. C'est pour ça que vous avez hésité. Oui. Effectivement. Donc, c'est le fait que Weezing, donc, est on se souvient, c'est les montres connectées qui permettent de savoir combien de pas on a fait dans la journée, ou les balances pour détecter un certain nombre d'informations sur la masse corporelle. Et donc, qui avait été racheté il y a 2 ans par Nokia, qui en avait fait Nokia Health.
et qui redevient indépendante. Donc c'est un de ses fondateurs qui reprend l'entreprise, la destinée de l'entreprise en main. Donc c'est, je dirais, un peu un coup de cœur pour lui, si je puis dire. Un peu moins pour Nokia. Voilà, Nokia, c'est quand même un peu étonnant qu'au bout de 2 ans, pourquoi il rachète une entreprise comme ça pour la revendre 2 ans plus tard, c'est quand même très surprenant. Enfin, je dirais que Nokia a eu un itinéraire ces dernières années un peu difficile. Donc. C'est une illustration supplémentaire de leur difficulté à trouver une stratégie, pour dire les choses poliment. Eh bien, merci Guy pour cette analyse, cette synthèse. Je propose à nos lecteurs qui sont intéressés par le sujet de la gestion de la donnée de nous retrouver dans quelques minutes pour l'interview de Patrick Rohrwasser, qui est le patron de Vim France. C'était la semaine dernière, il y a quelques jours, le Vim On, la grande messe de Vim à Chicago. Donc l'occasion de faire le point avec un des acteurs importants, émergents de ce secteur, sur une des principales annonces à l'occasion de ce salon. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente semaine, et puis je vous propose de nous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informatique News Hebdo. À très bientôt.